Aujourd'hui, on n'est même pas après la gym. En plus, j'ai une chemise. On est après un séminaire et je vais absolument pas parler de ça. On retourne dans le fantastique. Bon, pour les gens qui commencent à être abonnés depuis quelques temps, on le sait bien que j'aime bien avoir peur, me faire peur, lire des trucs qui font peur, bref, horreur, fantastique. Le gore, moins. Après, c'est pas un truc, moi je suis pas bonne dans ces littératures ni dans ces films. C'est des trucs qui m'intéressent depuis peu d'années en fait. Et auquel, bon, ça vient de Jérémy, ça, clairement, mais qui se mettent en place et qui m'a mise sur cette espèce d'intuition que je crois pouvoir aujourd'hui dire qu'elle se vérifie. C'est-à-dire que cette intuition, c'était est-ce qu'il y a un fantastique féministe ou plus exactement, ce que je me disais, c'est que le fantastique, c'est vraiment un genre super pour faire du féminisme. L'idée derrière, elle est plus ou moins épistémologique, parce que l'épistémologie est toujours une esthétique, confère ma thèse, c'est que finalement le féminisme implique une vision du monde. Là, je parle pas de courant féministe, je parle vraiment des points fondamentaux du féminisme qu'on peut retrouver ailleurs. Mais moi, je m'intéresse au féminisme, qui est souvent dit, ce point commun, qui est aussi un point de différence avec pas mal de choses, et c'est pour ça qu'il y a des trucs qu'on n'arrive plus à lire, par exemple. On n'entre pas dedans, ça ne nous parle pas. C'est très très surprenant sur des relectures de voir que des choses adorées ne fonctionnent plus. J'avais parlé de Milan Kundera, j'en parlerai pas plus aujourd'hui. Mais ça viendra. Ça viendra un jour. Là, j'ai pas besoin de lire du Kundera en ce moment. Et le truc, c'est voilà, c'est ce qu'on va dire en disant on chausse les lunettes du genre, avec un regard féministe, une perspective féministe. La perspective, c'est aussi un truc visuel. Ça, c'est marrant que ça passe souvent par ça et pas, je sais pas, avec une tonalité féministe, ça serait intéressant. Il peut y avoir une tonalité féministe. Je suis nulle en musique, je dois dire une connerie. Mais le truc, c'est, voilà, le point de départ du féminisme, c'est quand même une prise de conscience d'une oppression. Et il me semblait que le fantastique permettait soit d'être un genre un registre permettant de restituer ce qui est de l'ordre de l'hypervigilance, de la peur, de l'inquiétude, avec ou sans conscience féministe. Mais donc sur la situation matériellement démontrée de l'oppression systématique et assez complète des femmes. Là, quand je dis appropriation, je fais référence à Colette Guillaumin, ce sont les concepts de Colette Guillaumin. Et complète, ça veut pas dire, tiens, on peut lui couper les doigts, et encore si ça c'est possible en fait. Mais c'est quelque chose qui permet de signifier l'appropriation complète du temps, de la personnalité et de la psyché, notamment. Mais du temps. Du temps, on va parler de tâches ménagères, quoi, si on veut parler de ça. C'est assez choquant à lire. Et c'est comme Dworkin, on la lit, et puis on se dit, eh merde, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut faire comme les Saint-Simoniennes et dire plutôt le célibat que l'esclavage. Enfin, tout ça, c'est pour dire, voilà, cette espèce de peur, et peur qu'on peut aussi avoir avec une prise de conscience féministe. Alors, faut pas rêver, être féministe, ça donne pas moins peur pour prendre les transports en commun, ce genre de choses. En général, sur ces questions-là, ça peut faire plus peur, parce que, pour le coup, là, on voit en fait que notre peur, elle est bien justifiée. Mais ça peut aussi donner de la force, bien sûr. Mais ouais, c'est une dévastation d'apprendre ces stats. Bon, les choses dont je veux parler ici, elles sont pas directement féministes, et encore, et on va voir, et c'est plus quand même plus subtil. C'est-à-dire que je vais parler d'une autrice que j'ai découverte il y a peu de temps grâce à Mélanie Fazi. J'avais parlé du recueil Serpentine qui m'a beaucoup plu, et je l'en suis extrêmement reconnaissante. C'est, je vais me tromper de bouquin, Lisa Tuttle, et donc je vais parler aujourd'hui des Chambres inquiètes, et je ferai probablement un petit excursus sur le fantastique féminin en art sauvage d'Anne Richter, qui est moins féministe, mais qui m'a semblé important pour parler de ce fantastique au féminin, parce que je crois que Tuttle, elle fait exactement
ce que j'imaginais, sauf qu'elle le fait 20-30 ans avant et que je suis ringarde et que je crois avoir inventé l'eau chaude. On s'explique, on y va. Alors, Les Chambres inquiètes, c'est un des... ça, c'est un recueil traduit par Nathalie Serval. C'est bon, j'ai cru que c'était Mélanie Fazi sur le moment. Qui raconte... parce que, comme dans le recueil qui avait été traduit par Mélanie Fazi et choisi par Fazi, on a un avant-propos qui explique, alors pas forcément le choix des nouvelles, mais que les nouvelles ont été choisies, ce qui est différent et qu'elles avaient été publiées ailleurs, et certaines déjà en français, donc il y en avait que j'avais déjà lu, donc bon, je ne les ai pas relues. Et l'importance de Tuttle, qui n'est pas tellement traduite en français, alors qu'elle est vraiment extraordinaire. Donc ça, c'est 15 €. Et l'éditeur, où est-ce qu'il est le nom de l'éditeur? Dystopia Workshop, c'est quoi ça? Donc, choix, présentation, traduction. C'est ça, Dystopia Workshop, c'est l'éditeur. Evry, amusant. 2014, j'ai trouvé dans une... J'ai 3 mots là. À bord, je devrais pas le dire. Mais c'est... Voilà, Tuttle, c'est vraiment pour moi une autrice ultra importante. Peut-être qu'il faut que je parle d'abord de celui-ci, donc Anne Richter, que je connaissais pas, mais je cherchais justement à lire sur cette question du fantastique féministe, qui me semble pas avoir été explorée. Si vous avez des rêves, je suis ultra preneuse. Je cherche vraiment des choses là-dessus. Ce livre, alors là, j'ai relu juste l'intro hier, je l'ai lu cet été. Alors dans un état proche de l'Arizona. Pas top, quoi, évidemment, cet été. Mais j'étais contente de le lire. Donc Anne Richter est belge, elle est écrivaine elle-même en fantastique, mais je crois qu'elle dirait plutôt écrivain. Elle m'a marquée par son antiféminisme féroce et la volonté absolument claire et nette de ne pas être assimilée à une féministe, ce que je comprends parce que c'est chiant. Voilà. Mais évidemment que là-dessus, sur ce point-là, j'étais un peu amusée. La renaissance du livre, ça a dû être... donc elle-même est née à Bruxelles, qui est une très belle ville. Une première version a été publiée en 84. Il s'agit ici d'une version enrichie de 2002. C'est ça. Donc on n'est pas sur un truc récent. Bon, ouais, c'est comme toujours, 2017 de MeToo, enfin MeToo 2017, on peut plutôt le dire comme ça. Je vais lire le début, on va tout de suite comprendre. L'imagination féminine existe-t-elle? Alors moi j'ai marqué en marge lol, relol et tout, parce que je suis en contrôle. En écrivant de façon catégorique, on ne naît pas femme, on le devient, Simone de Beauvoir croyait apporter un argument probant à sa thèse. Elle ne faisait cependant qu'étaler un truisme évident. Tout homme ne devient-il pas aussi tout au long de son existence? Peut-on dire qu'à sa naissance, sa virilité est réalisée, qu'elle s'épanouira par la suite sans problème? Aujourd'hui, la nature féminine n'est plus à défendre. Alors, on va reprendre ça. Parce que là, en fait, c'est quelqu'un qui a vraiment rien compris à ce que fait Beauvoir. Si vous voulez comprendre plus Beauvoir, allez lire Manon Garcia, c'est vraiment chouette. On ne n'est pas soumise, on le devient. Je pense que c'est une très bonne introduction à Beauvoir. Après, je trouve que c'est un livre qui manque de matérialisme. Bon, évidemment, donc c'est une des phrases qui ouvre non pas l'introduction, mais la première partie du deuxième sexe, on ne naît pas femme, on le devient. Si je me souviens bien, j'ai fait 2 vidéos sur Beauvoir, une vidéo, c'est sur Solanas que j'en ai fait 2. C'est beaucoup dire. Elle met en place une symétrie qui en fait correspond complètement à ce que Christine Delphi appelle le mythe de l'égalité des genres. Alors, Beauvoir, au moment où elle écrit le deuxième sexe, n'invente pas le constructivisme, mais elle lui donne ses lettres de noblesse, absolue, conceptuelle, enfin, extraordinairement forte et appliquée à la condition féminine. Ce constructivisme, il existait avant, de façon plus tâtonnante, de façon assez virulente chez Madeleine Pelletier, mais sans tout le bagage philosophique de Beauvoir. Et c'est pas juste un bagage, c'est pas juste de la culture philosophique, c'est une pensée profondément développée et nuancée et riche. Donc on a ce mythe de l'égalité des genres qui oublie complètement le contexte de 49, donc l'époque de la publication du deuxième sexe, à savoir que, en fait, c'est écrit en 49. C'est-à-dire qu'on croit, on postule, on démontre une nature féminine depuis un siècle et demi.
Donc on ne naît pas femme, on le devient. Euh, bon, un slogan, et ça a marché comme slogan, c'est une formule choc, mais ça permet de faire quelque chose qui est extrêmement important, qui est de relativiser et de situer la condition féminine, et plus exactement la condition des femmes. Et c'est d'une naïveté confondante, alors un peu moins en 2002 qu'aujourd'hui, mais il existe bien dans les gender studies actuelles des études de la fabrique de la masculinité. Et qui n'est pas un simple décalque ou un simple miroir de l'étude de la féminité. Et évidemment que Beauvoir ne partait pas du principe que les hommes étaient un bloc et que les femmes devenaient, mais qu'elle parle de rôles sociaux. Et là, les choses ne fonctionnent vraiment pas. Hein. Aujourd'hui, la nature féminine n'est plus à défendre. Enfin elle n'a vraiment rien compris. On continue, parce qu'elle est intéressante. Malgré cette espèce de bêtise monumentale du début, c'est un livre qui est super intéressant et qui m'a beaucoup plu. Mais c'était... Enfin, je sais pas, là c'est vraiment... Ça, c'est vraiment une incompétence dans le domaine, quoi. Et sur le bouquin. C'est ne pas vouloir comprendre à ce niveau-là. D'Edith Stein à Evelyn Sulro, d'Ellen Dodge à Margaret Smith, d'Elizabeth Janeway à Nancy Houston, la critique a reconnu l'existence d'une psychologie féminine spécifique. Mais c'est qui la critique ? C'est qui ? Il n'y a jamais personne qui a su s'entendre là-dessus. En revanche, ce qu'on sait, c'est que des conditions matérielles, psychologiques, en fait, une situation sociale, effectivement, va faire que les opprimés d'une certaine oppression auront des caractéristiques psychologiques communes, notamment, je sais pas, le post-trauma, quoi. Mais c'est pas une nature, et c'est là où c'est un gloubi-boulga hallucinant. Selon Ellen Dodge, la femme agit et réagit sous l'impulsion des sombres et mystérieuses profondeurs de l'inconscient. L'esprit féminin posséderait, d'après elle, un mode de connaissance ou de conscience particulier, il atteindrait à la compréhension par la sympathie, qui, non seulement, citation, hein, ne dépend pas de la raison, mais la dépasse. Alors, on va continuer, mais il y a un truc qui est vraiment bien démontré par les matérialistes, c'est comment le fait de se retrouver dans une situation d'oppression de laquelle on ne peut pas sortir force à élaborer des stratégies. Edith Stein, pour sa part, affirme que la femme tire sa force, sa saisie intuitive de la vie, du concret, sur tout l'élément personnel. Donc là, toutes les citations, elles sont ultra abstraites et conceptuelles. Mais sauf que les concepts, ça n'existe pas. Margaret Smith elle-même admet que les connaissances acquises par la maternité suscitent en la femme des aptitudes supérieures à l'étude des sciences humaines. Moi, je dirais que Margaret Smith, là, elle défend son précaré, parce qu'il faut qu'elle existe. Ceci dit, le fait féminin n'en est pas pour autant résolu. Cette nature intuitive implique des tendances précises, des caractéristiques, des aspirations, bref, tout un monde, un art de vivre et de penser. C'est là que les choses se compliquent, que les avis divergent, que les opinions se contredisent. Y a-t-il en somme un esprit féminin créateur ? La femme est-elle dotée d'un génie qui lui appartient en propre et qui s'exprime de façon originale ? La femme. Il est là le problème. La femme. Dès le début de cette réflexion sur la femme et l'imaginaire, il faut noter un fait indéniable, et d'ailleurs admis par les féministes les plus avancés comme par les défenseurs acharnés de la tradition. Les femmes ont, de tout temps, éprouvé de la difficulté à se faire admettre en tant qu'individus doués d'initiative. Je ne sais pas dans quel monde les antiféministes, ou les défenseurs acharnés de la tradition, ça leur donne un beau rôle, s'accordent sur la difficulté des femmes. Non, moi ce que j'ai en commentaire d'insultes, c'est que je suis une hystérique, une mal baisée, et que et que je laisse sous la vidéo de Schopenhauer, allez mettre des pouces sous cette vidéo, que en tant que femme, et qui sont d'accord avec Schopenhauer, c'est-à-dire pour placer les femmes en dessous des singes. Je veux pas être spéciste, mais là, c'est une insulte profondément déshumanisante, et qui est faite pour être déshumanisante. Donc ils vont pas me reconnaître des difficultés, nous reconnaître des difficultés à pouvoir créer dans des conditions matérielles spécifiques, puisqu'ils nous reconnaissent une unité ontologique. Donc là, c'est une niaiserie, en fait. C'est une naïveté. Et je pensais pas que ça m'énerverait autant. Mais je trouve que c'est pas mal pour dire des choses un peu je sais pas, pour remettre les choses à l'endroit. Apparemment, les esprits créateurs ont toujours été plus rares chez les femmes que chez les hommes. Et pourquoi ? C'est que la femme fut un mythe, voire une religion, beaucoup plus rarement une personne. Là, j'ai marqué « Hurrah ». Bon, mais ça, c'est exactement ce que fait Beauvoir dans Le Deuxième Sexe.
C'est ce que fait Virginia Woolf dans Une chambre à soi et d'autres textes. Et c'est ce qu'explique Christine Planté dans La poussière de Balzac, que je suis encore en train de lire. Or, cette existence individuelle problématique est tout aussi remarquable aujourd'hui au travers des propos féministes qu'elle l'était jadis, au sein d'une vision mythologique et traditionnelle de la femme. Tout se passe comme si celle-ci ne parvenait pas à se trouver de conviction ni même d'existence à elle, comme si, tout en revendiquant le droit de s'appartenir, elle ne parvenait pas à se penser elle-même, à se limiter à cette pensée concentrée sur elle-même. Ça, c'est une façon de dire que les femmes, elles n'arrivent pas à exister autrement qu'en réclamant d'être des victimes. Et c'est revenir, par des voies indirectes, au sempiternel masochisme intériorisé, typiquement féminin. Les femmes n'ont jamais autant parlé d'elles et jamais dans leurs propos elles n'ont été aussi dubitatives. La femme se remet en question, mais est-elle seulement présente? Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, être présent. Elle est jugée, jaugée, réenvisagée, mais il n'est pas sûr qu'elle soit réellement concernée par ce nuage de mots, ce vacarme de discours qui prétendent la défendre, l'imposer, la définir. Bon, mais ça, c'est ne pas vouloir entendre, ni écouter. Si bien qu'on en revient à l'impérative nécessité de chercher la femme, qu'on en arrive, en fin de compte, à se poser une question choquante, peut-être, mais néanmoins essentielle, la femme est-elle quelqu'un? Moi, ça me choque pas. Mais c'est pas la femme est-elle quelqu'un, c'est la femme appartient-elle de plein pied à l'humanité, et la réponse est non. Là est le problème, le nœud de cette nature, aussi complexe qu'indéfinie, à la fois si vivante et si totalement éparse. L'indétermination est si manifeste que l'on pourrait se demander, en retournant les données du problème, si cette recherche d'identité n'a pas été entravée non seulement dans le passé par la condition économique et sociale de la femme assujettie, mais encore aujourd'hui par la nature féminine elle-même. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de problèmes économiques et sociaux, hein, c'est bien connu. Et ce mythe d'une nature féminine, je ne comprends pas comment on peut reprocher à des textes, on va dire progressistes, voire féministes, mais je pense qu'elle ne fait même pas référence qu'à des textes féministes, d'être un nuage de mots pour revenir à la nature de la femme. Si elles sont sincères, les femmes actuelles avouent qu'elles se conçoivent difficilement elles-mêmes en tant que personnalités marquées et autonomes. C'est normal, elles ne le sont pas. On est dans un monde patriarcal. On ne peut pas vivre une humanité pleine dans un monde patriarcal. Il faut arrêter de délirer. On ne vit pas des humanités pleines. On est mutilé d'une part de nos vies. Moi, je ne pourrai jamais affirmer que je me conçois moi-même en tant qu'une personnalité autonome et complètement marquée. C'est impossible quand on a été dressé, par exemple, au Melguez. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge que de dire l'inverse. Après, c'est pour ça que les féministes, elles parlent d'émancipation, d'affranchissement, pour se libérer d'une tutelle. Donc c'est ne pas... Enfin, en fait, c'est reprocher aux féministes de vouloir se libérer et de ne pas avoir réussi à le faire. Quand elles se refusent à admettre ce fait caractéristique, genre qu'elles ont perdu. Ou pas gagné. Parce que non, quand on dit perdu, ça voudrait dire qu'il y a une fin. C'est qu'elles le ressentent évidemment comme un manque. Moi, je sais pas, quand les gens refusent d'admettre quelque chose, ce qu'ils sentent ou pensent à l'intérieur. La vision antique et mythologique de la femme réduisait celle-ci à l'incarnation pure et simple de la nature avec majuscule. On est parfaitement d'accord, j'ai fait une vidéo notamment sur Colette Capitan sur cette question. Du même coup, elle lui reconnaissait implicitement un formidable pouvoir. Et ça, c'est complètement faux, parce que là, ou alors ça dépend de la date. Vu sous cet angle, la femme n'avait que peu ou pas de vie à elle, mais elle était la vie. Vitalisme, absolument hors de propos. Et surtout que ce vitalisme, en fait, il arrive au moment de l'exclusion politique, sociale, épistémologique, intellectuelle, légale, complète des femmes, autour de 1800. C'est-à-dire qu'en fait, ce romantisme, vitalisme, autour de 1800, il est justement celui qui va se manifester par une appropriation complète de ce concept de vie, au moment où on enferme le plus les femmes occidentales. Celle au travers, donc la vie, de laquelle toute existence se conçoit forcément et s'ébranche. Que la femme d'aujourd'hui n'accepte plus cette réalité de toujours. Toujours. Moi j'aime bien les dates en histoire des idées et en histoire politique. Qu'elle la refuse avec une espèce de frayeur dédaigneuse, parce qu'elle est un peu conne. Qu'elle ne comprenne plus l'extraordinaire privilège que lui conféra jadis cette aptitude naturelle est une chose étrange et symptomatique, parce que ça reste une grande malade, on comprend bien.
Carl Stern, auquel nous devons de perspicaces analyses du monde moderne, établissait déjà en 1968 un diagnostic troublant lorsqu'il affirme: le drame de l'esprit dans l'histoire contemporaine est lié au mystère de la femme. Alors la femme, hein, c'est déjà mal se barrer. La dévalorisation de la connaissance poétique, c'est-à-dire de la connaissance par intimité, remonte au dualisme cartésien. C'est plus compliqué. Le rationalisme cartésien représente l'absolue masculinisation de la pensée. Je suis pas complètement contre, hein, mais c'est quand même plus subtil. Le regard de l'homme a perdu tout de l'enfance, donc le dualisme, il n'est pas homme-femme, il est homme-enfant. Oui, quand on vous dit que les femmes sont des meubles. La main de la sagesse, de la Sophia, cette main maternelle est repoussée, l'orgueilleuse intelligence prétend à la toute-puissance. C'est plus compliqué Descartes. L'homme moderne, triomphateur sans histoire, sans racines, comptant sur ses seules forces, est en fait angoissé jusqu'à fuir. Sa marche conquérante est une fuite perpétuelle, le seul lieu de repos, le seul asile, la seule promesse de libération, c'est l'éternel féminin. Non, c'est la conquête. Et par la conquête, c'est l'éternel féminin. Et donc, s'il y a bien fuite, c'est pas parce qu'il y a un repos ou un asile, c'est parce qu'il y a une fuite en avant qui est une prédation complète. Il n'est pas douteux, en effet, que notre civilisation occidentale a surestimé les esprits virils et leurs œuvres, dont nous goûtons aujourd'hui les fruits ambigus, produits d'une science et d'une technocratie poussés jusque dans leurs excès les plus contestables, mais on ne conteste que les excès, hein, de toute façon. Trop fait d'un rationalisme obsédé par la volonté de comprendre en dominant, d'acquérir pour profiter, de progresser en ravageant. Et là, je suis d'accord avec elle. Une hostilité absolue semble s'être établie entre le pôle féminin et le pôle masculin du monde. Et là, il y a un problème. Parce que les essences, ça n'existe pas. Mais les civilisations sont cycliques, assure Jung. Elles sont animées alternativement par l'esprit d'action logique et de conquête, c'est-à-dire l'esprit viril, ou par la sainte fécondité, c'est-à-dire l'esprit féminin. On aborde ici les fameuses notions complémentaires du yin et du yang, les principes fondamentaux de toute la sagesse orientale, l'éros et le logos de Jung, l'alternance du principe féminin et du principe masculin, que cette philosophie applique à tout l'univers. On peut aussi dire qu'on adopte des principes qui vont faire oppresseur-opprimé. On peut le dire comme ça, hein. C'est complémentaire. Hein. Maître-esclave, complémentaire. Pour en revenir par ailleurs à notre société, l'agressivité, la violence et le matérialisme qui la caractérisent seraient les manifestations d'un esprit collectif hyper virilisé qui n'a pu triompher que grâce au dénigrement systématique des aspirations et des velléités de la nature féminine. Alors ça, je pense que j'en reparlerai quand j'aurai repris la lecture de Weitz sur l'esthétique fasciste et le virilisme. Dédaigné dans cette marche de la civilisation rationaliste, l'esprit féminin a continué néanmoins à charrier dans ses profondeurs des rêves et des exigences étrangères à cet anthropocentrisme autoritaire. Anthropocentrisme. Elle aurait pu écrire androcentrisme. Elle dit ça. À ce culte de la progression auquel fut sacrifiée peu à peu notre identité la plus secrète. Je ne sais pas ce qu'est une identité secrète. Une identité sociale. C'est ça le truc, c'est qu'elle croit à des essences. Car depuis la préhistoire de l'Inde jusqu'au bassin méditerranéen, des temps néolithiques jusqu'à l'ère chrétienne, les pouvoirs occultes de la femme rayonnante furent magnifiés. La terre-mère, la grande déesse des montagnes, la maîtresse des animaux, la patronne de la fertilité du monde souterrain fut nommée, selon les époques et les endroits, Cybèle, Artémis ou Isis, et dans les civilisations antiques, elle présida toujours aux destinées de la cité. Selon des enquêtes historiques, lesquelles couvrant l'Europe et l'Asie, en passant par le croissant fertile, l'Inde et la Grèce pré-hellénique, le mythe de la terre-mère, la mère des mystères, régna de façon prédominante depuis les origines de l'humanité. Que ce culte ait ou non procédé d'un désir inconscient de retour au sein maternel, sein réel d'une mère humaine ou sein de la terre. Mais moi, je suis pas un jardin, en fait. Et cette assimilation corps-terre, elle est pas mal traitée par Corinne Marchant, donc qui est quand même qui bosse au chausse-pied. Hein. Également, j'ai parlé de ces choses-là dans ma vidéo sur Susan Griffin, La femme et la nature, un livre qui m'a bouleversée. Il semblerait qu'il y eût là l'expression d'une aspiration vers une unité cosmique inhérente au principe de la maternité, et de ce fait aspiration à renouveler la vie en allant à sa source même. Bon. Alors là, il y a des rêves. 60, 72. Bon, ça y est, les années 80. Il y a aussi des interprétations féministes de ça qui sont de l'ordre de l'appropriation de la production et de l'outil de production que peut être l'utérus.
Ce besoin de créer des mythes est aussi puissant autrefois qu'autrefois, aujourd'hui qu'autrefois, sinon ça n'a pas de sens, car les mythes sont les produits de nos pulsions affectives les plus profondes. Une partie de la complexité du mythe, citation, vient de ce qu'il contient une vérité psychique exprimée symboliquement, Janeway, la place des femmes dans un monde d'hommes. On ne s'étonnera pas dès lors que le mythe de la Terre-Mère soit encore étonnamment présent dans l'imaginaire de nombreuses romancières fantastiques contemporaines, et que l'image de leur propre mère, bonne ou mauvaise, conditionne généralement leur appréciation de la nature. Là, ça c'est un autre son. Leurs œuvres, ça veut dire... Enfin bon, c'est du mauvais Freud, quoi. Leurs œuvres nourries par l'expérience vécue... Je sais pas si c'est un bon Freud. Nourries par l'expérience vécue, célèbrent la terre nourricière et apaisante, ou au contraire condamnent une nature hostile et agressive. Ces romancières inventent rarement. Elles ne sont pas capables. Elles imaginent des paysages et des décors peints avec leur sang, leur espace intérieur s'y reflète. Des jungles idylliques de Monique Watteau, etc. Bon. Tout se passe comme si les femmes, plus encore que les hommes, s'assimilaient corps et âme à l'univers qu'elles ont créé. Certaines femmes, traumatisées dès leur plus jeune âge, refusent en elles le versant animal de leur nature, et donc la nature. Séparées d'elles-mêmes et du monde, ce sont les romancières de la réalité désintégrée. Ça, c'est un truc que je trouve ultra intéressant. Mais pour moi, une écrivaine, alors pourquoi elle n'est pas romancière, complètement réalité désintégrée, c'est Solanas. Et traumatisée. Alors c'est vrai que la nature, elle n'est pas super acceptée chez Solanas, mais j'ai l'impression que c'est autre chose qui se passe. Elle dénonce la cruauté d'un monde avec lequel elle ne s'accordera jamais, Virginia Woolf, Anna Kavan. Pour s'être trop penchées sur leurs gouffres intérieurs, finissent l'une et l'autre par s'y précipiter. Voilà. Et donc, et c'est ça en fait qui va nourrir l'analyse. Et bien ça reste quand même un bon bouquin. Alors là, il y a des trucs qui m'ont vraiment agacée, des trucs qui ont vraiment bien fonctionné. Mais bon, moi de toute façon, c'est pas la nature féminine qui m'intéresse parce que je n'y crois pas. En revanche, je pense qu'on écrit depuis une situation, une condition, mais qu'il est important, et là je rappelle un peu Monique Wittig, il faudrait que je fasse une vidéo sur la pensée stoïque, vous me le rappellerez, que quand on est membre d'une minorité, notre littérature est considérée comme minoritaire et en fait documentaire, témoignage sociologique en gros, mais pas capable d'accéder à la création. Et elle le redouble. Et en même temps, ce non-accès à la création, il est, là où, je répète, en bouffe plantée, il est d'autant plus difficile. Et comme si les femmes, encore plus que les hommes, s'assimilaient corps et âme à l'univers qu'elles ont créé, oui, quand on a que nos yeux pour rêver. Voulant faire table rase, donc le show des passages, je suis page 17, table rase du passé, les femmes se sont égarées, et heureusement, Anne Richter est là pour les guider. Elles ont abouti à une autre forme d'aliénation, encore plus grave peut-être que celle qui leur fut imposée, et donc elles se sont posées leur propre piège, elles ont essayé de devenir des hommes. Bon, ça, ce sont vraiment des poncifs, c'est toujours les mêmes, ils ont été démontés des dizaines de fois, mais déjà, on peut pas être d'accord avec principe viril, principe féminin, enfin bon. En revanche, ce qui est ultra intéressant, donc prise dans le sens que je viens de décrire, il n'est pas d'imagination féminine qui ne soit fantastique. Ça, je pense. Et je pense que c'est lié à une condition sociale, et cette condition sociale, elle... en fait, on est entièrement imprégné de cette condition sociale. Ne serait-ce que, on parle du corps, mais comment on le dénomme, notre corps? On le dénomme bien avec des mots qui ne sont pas les nôtres, qui nous viennent d'ailleurs. Et la façon dont les caregivers, on va pas dire les parents, parce que ça aussi c'est social, mais les personnes qui vont nous donner du soin dans notre enfance quand on est tout petit, ils vont nous toucher les mains, les pieds, la tête de façon différente. Et ça va nous aider. Nous, en gigotant dans le berceau et en même temps, par ces interactions, les échanges de regards, comprendre que c'est une tête qui regarde une tête, une main qui tient une main. Mais ça nous apprend aussi qu'on tient les mains, par exemple. Et c'est à partir de là, je suis sur une espèce d'aporie, mais je pense de plus en plus que, comme ces femmes actuellement ne vivent pas tout à fait dans le même monde, mais je pense que ce sont des mondes qui sont proches, et c'est pour cela que le fantastique m'intéresse et me passionne énormément en féminisme. Alors là, c'est un livre avec énormément de références, alors certaines, il a fallu un peu
qui est... Bon là, voilà, il y a Sand, il y a beaucoup d'autrices belges, c'était super, j'ai envie de lire plein de monde. Ça m'a vraiment, vraiment plu. Et globalement, je suis pas d'accord sur les causes, mais ce qu'elle décrit du fantastique, c'est hyper bon. Et, euh, et, et, la façon dont moi je me déblais là-dedans, c'est de ne pas chercher du féminin, mais de chercher du féministe. Parce qu'être féministe, c'est être conscient de finalement sa féminité, c'est-à-dire son appartenance à la classe des femmes. C'est pas être consciente d'un tour de bonnet ou de choses de cet ordre-là, et de ce que cette appartenance à la classe des femmes impose d'oppression. Et l'oppression, c'est super concret, super symbolique aussi, c'est-à-dire d'humiliation, de coups, pas pour tout le monde, pas tout le temps, mais quand même, euh, de violence sexuelle, de violence, d'insultes, de déshumanisation et de négligence. Et je crois qu'on sous-estime grandement l'importance de l'inattention que l'on porte aux femmes. Et je dis pas, les hommes ne font pas attention aux femmes. Je dis, personne ne fait attention aux femmes, même les femmes entre elles. Parce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui me semble complètement archi cassé. Et donc il y a toute une part, un développement qui est ensuite hyper intéressant sur le fantastique intérieur, où, et donc en fait, voilà, à partir de là, être féministe, c'est cette conscience-là. Et ce qui m'intéresse, moi, dans les textes fantastiques féministes, c'est pas de trouver une nature féminine qui serait un rapport au monde, c'est d'essayer de trouver des textes qui permettent quelque chose de l'ordre de cette prise de conscience féministe. Et de voir aussi des questions, en fait, complètement littéraires, stylistiques. Comment on raconte qu'on a peur dans le métro ? Comment on raconte ce qu'on sait quand on croit qu'on est suivi et qu'en fait le mec il nous double et c'est fini. Et peut-être qu'il nous a suivis avant mais on le sait pas. Et que ça a arrêté de l'amuser. Comment on le raconte cette espèce d'impression, ce doute permanent de il me met une main au cul là ? Ouais mais il y a du monde. Non mais il me met la main au cul là. Une copine m'avait dit quand tu doutes c'est qu'il n'y a pas de doute. Voilà. C'est ça, comment ça on le raconte ? Et c'est pour cela que je cherche des textes féministes, parce que je cherche des textes qui permettraient cette restitution dans l'optique éventuelle d'une prise de conscience, d'un engagement, mais finalement tout ça c'est assez secondaire. Ce sont des questions vraiment littéraires qui m'intéressent au premier abord, d'expérience de femmes, mais je cherche pas forcément des autrices féministes, mais je cherche cet arrière-plan épistémologique, de façon donc, plus ou moins étayée, développée, embryonnaire, tout ça après c'est le début d'une recherche. Lisa Tuttle, bon, il se trouve qu'elle est féministe, donc on gagne du temps. Mais je suis vraiment... c'est pas le premier truc que j'ai su d'elle. Donc je l'ai dit par Mélanie Fazi. Là, c'est Nathalie Serval qui a fait cette anthologie. Je crois qu'on a 13 ou 14 nouvelles. C'est pas mon premier recueil de Tuttle, c'est le troisième. Je sais plus comment s'appellent les deux autres. Ainsi naissent les fantômes, qui est une splendeur. Thomas, je sais que tu aimes. Et le livre est joli, hein, là, avec rabat intérieur et tout, il est super beau. Je l'ai pas lu dans le métro, mais il aurait été très lisible dans le métro, sauf que ça fait quand même vachement plus peur avant de dormir, et ça c'est quand même rentable. Non, puis je cherche aussi de la littérature qui... voilà, faut pas rêver, hein, je suis pas toujours en train de bosser. Hein. Des fois je suis aux toilettes. Donc là il y a ces publications en anglais, enfin les premières publications, et l'autre c'est L'Ange Noir, quelque chose comme ça, j'ai oublié. Je n'ai pas lu, elle a aussi écrit des romans et je ne l'ai jamais lu en anglais. Voilà. Donc, et là ce sont donc Les Chambres Inquiètes. Alors c'est une espèce d'anthologie, je ne vais pas dire coup de cœur, ça c'est pas très joli, mais qui a été mise en place par Nathalie Serval. C'est une très bonne anthologie, c'est très bien traduit, c'est très joli. Alors je dis joli parce que c'est un beau volume. Et c'est le style est très beau et très subtil. Alors après, j'imagine qu'il y a des pertes inévitables à la traduction, mais qu'il y a aussi des gains comme dans toute traduction, comme dans la plupart des traductions. Alors thématiquement, il y a quelque chose qui est d'emblée notable, c'est-à-dire que la plupart des personnages
de Lisa Tuttle sont des femmes. Comme ça, on gagne du temps, d'une certaine façon, et vont décrire, quand même, globalement, ce sont des nouvelles qui sont inscrites dans un quotidien. Voilà. Assez traditionnel. Alors, j'avais une impression plus américaine pour Les Chambres inquiètes et un souvenir un peu plus britannique pour elle est états-unienne, je crois. Pour, comment ça s'appelle, Ainsi naissent les fantômes. Ce titre, déjà. Ce titre, incroyable. Mais ça c'est... bon, voilà. Je pense que c'est un souvenir qui est un peu faux. Mais c'est quelqu'un qui place vraiment une atmosphère de paysage. Et je dis ça comme si j'avais parcouru la Grande-Bretagne et les États-Unis. J'ai foutu une fois les pieds aux États-Unis. J'ai jamais été en Angleterre ou dans un autre pays du Royaume-Uni. Le spécialiste, ce n'est pas moi. Ce n'est pas une littérature où on va trouver des petites phrases à décocher, voilà, et puis type littérature comme chez Jandot, quoi. C'est pas ce délire-là, c'est pas une littérature à phrases, c'est vraiment une littérature de mise en situation, avec des choses splendides, qui vont souvent arriver à partir d'une situation pas mal angoissante, qu'on comprend pas, qui va avoir une tension assez classique en nouvelle, et une résolution pas forcément attendue et qu'on comprend pas forcément. Et moi j'adore ça. Alors qu'est-ce que je vais mettre en problème, c'est que quand j'ai les titres, je sais quand même plus ce que j'ai lu, parce que j'ai une mémoire d'escargot. Est-ce que la mémoire d'escargot? Ah ben celle-ci, voilà. Elle est un peu rigolote, en pièces détachées. Le matin suivant le départ de Ralph, Faye découvrit un pied dans son lit. Je vais lire le début. C'était celui de Ralph, mais comment avait-il pu l'oublier là? Qu'est-ce que ça voulait dire? Elle s'assit au bord du lit, tenant le pied dans sa main, pour l'examiner. Il était pâle, long et mince, plutôt élégant. Au sommet, là où aurait dû commencer la cheville, il s'achevait sur une légère dépression recouverte de peau. Une trace de sang, de chair déchirée, d'os ou de cicatrices. Pas plus que de corps, d'oignons, d'ongles sales ou trop longs. Ralph était un homme qui prenait soin de ses pieds. Posé là, sur sa main, il paraissait aussi vivant que n'importe quel pied au repos. Aussi incroyable que ce puisse être, on aurait cru l'original. Ralph n'avait aucun goût pour la plaisanterie et pourtant, on n'oublie pas son pied par étourderie. Elle se demanda comment il se débrouillait avec un seul pied. Était-ce un message? Quelque obscure compensation parce qu'en le perdant, elle avait le sentiment d'avoir perdu une partie d'elle-même. Il lui avait fait comprendre qu'il ne désirait plus la voir. Son adieu semblait définitif. Mais peut-être lui ferait-il signe quand il aurait compris qu'elle avait gardé quelque chose de lui. Elle avait beau se dire qu'il valait mieux tenter de l'oublier, elle accueillit avec reconnaissance ce cadeau inattendu. Elle enveloppa le pied dans un foulard de soie et le rangea dans le dernier tiroir de sa commode. Alors pourquoi? Peut-être qu'une page suffit. Hein. Pourquoi j'adore? Bon, situation absolument incongrue, elle retrouve un pied. En fait, tout est en place dès le début. Le matin suivant le départ de Ralph, Faye découvrit un pied dans son lit. Mais ce départ, on ne sait pas qui est définitif quand ça commence. C'est-à-dire qu'on va être dans un anodin qui atteint ensuite, peut-être pas un tragique, mais une grande tristesse, la rupture, dite comme en passant, avec des petits moments un peu plus doux, j'ai envie de dire, et boum. Ça s'arrête. Avec donc cette description très factuelle, c'était un homme qui prenait soin de ses pieds, et d'un coup, cette phrase, quelque obscure compensation parce qu'en le perdant, elle avait le sentiment d'avoir perdu une partie d'elle-même. Ça me fait un peu penser à l'effet de Suavitas chez La Fontaine, j'en ai parlé en parlant de La Fontaine évidemment, qui a été mise en avant par Léo Spitzer, le grand Léo Spitzer, le stylisticien. C'est-à-dire que toutes ces questions semblent anodines et d'un seul coup la tristesse arrive. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je vous laisse lire.
L'une m'a vraiment interpellée, c'est Les Arts du désir, et je ne sais absolument pas quoi en penser, comme souvent avec Tuttle. Alors attention, hein, il peut y avoir de la violence, il y a du body horror, enfin des horreurs corporelles. C'est fait pour être dérangeant et ça dérange, hein, ça marche vraiment vraiment bien. On va lire le début. Les jeunes hommes se réunissaient sous le pont, attendant Dieu sait quoi. On va bien se demander ce que c'est. C'était peut-être des drogués ou des criminels. Peut-être cherchaient-ils juste un endroit où fumer des cigarettes interdites et s'inventer des prouesses sexuelles pour épater leurs amis. J'entrevoyais parfois qu'ils n'étaient que des enfants, que j'avais l'âge d'être leur mère. Mais je n'étais pas leur mère, ni celle de personne. Craignant de devenir leur proie, je m'efforçais de les éviter. Et ça correspond à ce que je disais tout à l'heure sur l'hypervigilance. Toute une description, très attentive, qui donne l'impression d'un narrateur hétéro-diégétique, omniscient, voilà, qui va les décrire. Et immédiatement, on va avoir cette espèce d'arrivée de la première personne qui fait comprendre, qui affirme une peur, mais qui fait comprendre que c'est cette peur qui, justement, s'est posé toutes ces questions. Alors, donc pas tout à fait omniscient, puisque peut-être, mais que ces questions, elles étaient celles d'une personne, la narratrice, et qu'elles étaient des inquiétudes. Donc ce qui semblait naturel couler de soi, c'est la peur du quotidien. Le trajet le plus direct pour aller de chez moi à mon travail empruntait un sentier qui passait sous le pont de chemin de fer. J'y passais tous les matins, malgré les gens qui s'éblottissaient dans l'ombre. Leurs silhouettes tristes et meurtries étaient celles des sans-abri. Ils me mettaient mal à l'aise, mais moins qu'une bande de jeunes garçons. J'éprouvais de la compassion pour ces personnes qui dorment sur des cartons sous les ponts ou les portes cochères, cherchant leur subsistance dans les poubelles, et parfois je leur donnais de l'argent, sachant que ce ne serait jamais assez, mais je n'aimais pas les voir dans ma bibliothèque. Bien sûr, ce n'était pas ma bibliothèque. Elle appartenait au public et ils en faisaient partie. Ils avaient le droit de s'y abriter du froid ou de la pluie et de s'endormir sur les chaises, tellement plus confortable qu'une boîte sans carton sur le trottoir. Mais leur indifférence aux livres qui les entouraient me froissait, cette négligence des femmes. De même que leur odeur et leur singularité, qui, j'en étais consciente, repoussaient les usagers légitimes de la bibliothèque, tous ces retraités, étudiants et mères de famille, autrefois majoritaires. Je ne pouvais pas les renvoyer, me doutant qu'ils n'avaient nulle part où aller. Je n'en voulais pas, mais personne d'autre n'en voulait non plus. Je les tolérais. Je poursuivais mon travail parmi les livres dans la journée, et le soir, je rentrais chez moi, rarement par le sentier. Parfois, je prenais le bus. D'autres fois, j'avais des courses à faire. Je buvais un verre ou dînais avec une amie avant de regagner le petit appartement où je vivais seule et à peu près heureuse. Les femmes seules ne sont pas rares à Londres. J'étais célibataire, je travaillais dans une bibliothèque et j'adorais lire, j'aimais cette vie. J'ai du mal à admettre qu'elle soit à jamais révolue. Alors, il va y avoir en fait plusieurs étapes. Mais c'est celle-ci et l'avant-dernière du recueil sont des nouvelles très très étranges, vraiment très très étranges, sur l'identité de genre et la violence de l'identité de genre. Et c'est comme Dworkin, je pense pas que la conclusion de Tuttle soit très belle. Je vais continuer à lire Tuttle. Vraiment, j'ai adoré. Je continue. Thomas, qui était venu parler de philosophie, adore aussi et a fini Inès les fantômes hier, je crois. De toute façon, comme la vidéo sera pas publiée demain. Et c'est vraiment un très très beau plaisir de lecture, au-delà de ces questions de « je voudrais savoir comment on écrit ça, comment on fait ça ». Oh, qu'est-ce que c'est bien. Et je vous dis à bientôt.